Mon nom est Olivier Delémont. Je suis professeur à l'école des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, donc effectivement dans le monde plutôt de la police scientifique, qui est un peu le domaine dans lequel j'enseigne et dans lequel j'ai travaillé aussi pendant une dizaine d'années dans un canton pas très loin de la France, au bout d'un grand lac en forme de croissant. On m'a demandé de vous présenter ici un peu en fait un serious game qu'on a mis en place. Alors je peux dire que c'est un serious game. Je dois dire quand j'ai commencé à travailler dessus, je ne savais pas ce que c'était un serious game. Qu'on a mis en place en collaboration avec la Haute École d'ingénieurs d'Yverdon, qui a développé un peu une plateforme Albasim, une plateforme Vegas pour faire ce genre de jeu. L'idée de base était vraiment orientée sur un problème que nous avions par rapport à nos étudiants qui sont en dernière année de master, où ils ont appris énormément de choses, ils ont accumulé beaucoup de savoir, et on voudrait leur montrer qu'avec tout ce savoir, même s'ils ont tous accumulé le même savoir, face à une situation réelle, ils vont prendre des décisions qui seront différentes. Et de montrer donc qu'on a une sorte de pluralité, de possibilités, face à une même situation que l'on a, et on s'est basé sur une situation concrète, réelle, d'une scène de crime, en l'occurrence d'une que j'avais traitée dans le cadre de ma pratique, pour essayer de voir à quelle situation on peut aller. Et le but derrière le serious game là n'est pas de faire jouer les étudiants, mais de les faire individuellement prendre des décisions, et ensuite qu'on ait une base de travail sur laquelle on peut, en présentiel, discuter ensemble et avoir une sorte de discussion méthodologique sur notre métier, sur notre pratique, et ça nous semble être quelque chose d'assez intéressant en fin de cursus pour des étudiants de maîtrise. Alors, pour comprendre un petit peu de quoi on va parler, voilà, je vous mets par rapport à quelque chose que vous avez certainement déjà tous vu plus ou moins dans les séries télévisées, dans des films, etc. Vous êtes tous un peu déjà des bons investigateurs de scènes de crime. Donc on se retrouve dans un environnement normal avec un événement un peu moins normal. Je vous rassure, c'est que des fausses images. Voilà. Et qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça ? Bien, dans les séries, dans les différents films que vous avez pu voir, dans les romans que vous avez pu lire, bien, on va focaliser sur le travail de la police scientifique pour essayer de retrouver les indices. Donc on se retrouve avec cette scène ici. On va peut-être se rendre compte qu'on a des traces de sang. Ah, des traces de sang, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, on peut retirer de l'ADN. Vous en avez entendu parler. On ne va pas essayer de le faire évoluer, l'ADN. On va en rester pour l'instant juste à essayer de retrouver cela. On va retrouver des traces digitales, des empreintes digitales. On va retrouver des traces de semelles. Okay, tout ça, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre ? Peut-être en examinant la victime, on va retrouver une trace peut-être de salive qui a été laissée par un éventuel auteur. On peut retrouver aussi de l'ADN là-dessus, c'est fantastique. Et puis on va révéler des traces digitales dans le dos de quelqu'un qui l'aurait poussé, ou bien de l'ADN aussi là-dessus, des traces digitales sur le couteau. Alors ça, c'est la partie pour laquelle les étudiants sont déjà formés dans leur bachelor, leur master. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver les traces ? Comment est-ce qu'on peut les exploiter ? Mais il y a un autre aspect qu'on ne sait pas trop, c'est par rapport à ces différentes traces, lesquelles on va investiguer. On n'a pas toujours le temps de tout rechercher. Alors lesquelles on va rechercher ? Est-ce qu'on doit en prioriser certaines par rapport à d'autres ? Si on les recherche tous, est-ce que c'est possible physiquement ou est-ce qu'on a des contraintes là-dessus ? Puis ensuite, dans quel ordre on va les rechercher ? Lesquels on recherche en premier, en deuxième, etc. Quels sont les rôles ? Comment est-ce qu'on articule tout ça ? Alors ça, c'est le but de cet enseignement, qui est un enseignement de fin de maîtrise, qui s'appelle l'enseignement de coordination de scènes de crime. Et puis voilà, on a essayé, un petit peu au début comme un challenge, qui était notre jeu, j'allais dire, de mettre en place un serious game qui s'appelle maintenant Crime Sim. Le terme sim fait penser à une simulation, mais c'est de loin pas une simulation. Donc ça, c'est juste pour l'acronyme qui a été utilisé, et puis qui utilise cette plateforme Vegas, qui est une plateforme générique sur laquelle on peut construire différents jeux sérieux. Alors, le but qui est là derrière, je vous l'ai dit, c'est de susciter une discussion auprès des différents étudiants. Là, vous avez devant vous, mais exprès un petit peu difficile à retrouver, la seule image qu'il aurait transmise. Vous découvrez peut-être en filigrane, puisque là c'est mis un petit peu comme des pièces de puzzle, qu'on a affaire à une personne, c'est un corps, une personne décédée qui est retrouvée à un endroit. À ce moment-là, on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un découvre un corps à un endroit dans la rue, c'est vraiment comme ça que ça s'était passé. Et à partir de là, voilà, les gens doivent prendre des décisions, interagir avec des enquêteurs, interagir avec des médecins légistes, interagir avec leur chef, etc., pour essayer de prendre des décisions, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire.
avec des contraintes, parce que le temps passe, on n'a pas des ressources infinies, ni en termes d'argent, ni en termes de personnel à disposition, et tout ce qu'on veut faire va nous coûter en termes de travail à faire, en termes de résultats que l'on peut essayer d'obtenir. Alors, pour essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble, je vais vous montrer quelques print screens. Je sais qu'on nous avait demandé si c'était possible de faire un film, mais alors là, c'était largement au-delà de mes compétences. Donc, j'en reste à des print screens. Je suis bientôt dans la Silver Generation, hein. Pas encore, mais bientôt. Donc, on a affaire à une sorte de tableau de bord. Vous allez voir que ce n'est pas du tout sexy. On est très loin des jeux, dans le sens de l'entertainment. Là, on est vraiment on n'est pas dans du play, on est dans du game, avec des règles assez strictes, etc. Donc, on a un tableau de bord, et sur ce tableau de bord, on retrouve différentes informations. Vous avez une décomposition temporelle, donc on va voir que les choses vont évoluer dans le temps. Le joueur va recevoir des informations, il va devoir donner des informations en fonction du temps. Donc là, c'est des étapes. On a donné une durée par rapport à cette étape, mais c'est très fictif, c'est très arbitraire. Vous avez aussi un nombre de ressources à disposition en termes de personnel. Le joueur, là, est le chef d'un service de police scientifique et il a des personnes à sa disposition. Donc, il peut leur faire différentes choses. C'est lui qui choisit ce qu'ils vont devoir faire, mais il n'a pas 20 000 personnes à disposition. Ça n'existe pas, ça. Dans les séries, ça existe, mais pas dans la réalité. À partir de là, il va aussi naviguer sur différents tableaux. Vous avez un tableau avec des sortes de milestones, c'est-à-dire des différentes étapes qui vont arriver, pour savoir comment les gens progressent et pour pouvoir ensuite tuner, je ne vais pas utiliser le terme anglais, pardon, pour pouvoir conduire la discussion entre les différents groupes. C'est intéressant d'avoir des sortes de points d'achoppement où on leur pose des questions. Le but, ce n'est pas qu'ils répondent juste aux questions, c'est qu'on puisse comprendre où ils en sont et quel est le cheminement qu'ils ont suivi. Donc ça, c'est ces parties-là, je vais vous le montrer après. Des pièces, c'est là qu'ils vont prendre leurs décisions sur ce qu'ils vont analyser. Vous allez le voir aussi plus concrètement. Bien sûr, ils vont recevoir des résultats. Donc les résultats, ce sont toutes des situations possibles qui vont leur être retournées. Et puis, ils vont interagir avec les différentes personnes au travers d'une messagerie. Une messagerie qui est en partie virtuelle, en partie réelle. C'est-à-dire que vous avez une messagerie qui envoie et reçoit des messages à l'intérieur du jeu, mais aussi la possibilité, et le tuteur a aussi la possibilité, d'interagir avec le monde extérieur. Donc le tuteur peut envoyer des messages aux participants, donc le vrai tuteur peut envoyer des messages aux participants à l'intérieur de leur jeu, et les joueurs peuvent aussi contacter, si vous voulez, le tuteur au travers de cette messagerie. Donc on a un double niveau ici entre le virtuel et le réel. Alors, c'est là que vous allez voir que c'est un petit peu fade d'aspect. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, on disait que le travail pouvait susciter justement des fois des avis un petit peu négatifs. Ça ressemble quand même beaucoup à un tableur Excel. Donc pas beaucoup de choses qui sont très 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 fun en général. Et pourtant, c'est vrai que par rapport au mode de travail et d'utilisation de nos étudiants, eux trouvent ça très fun, parce que ça répond à une attente, à un processus qu'ils ont dans leur fonctionnement par rapport à leur connaissance professionnelle. Donc ce que vous avez ici une liste d'objets qui ont été trouvés, vous avez un t-shirt, vous avez différentes choses qui se trouvent autour de ce corps, et c'est à eux de décider, vous voyez, à chacune des étapes, qu'est-ce qu'ils veulent analyser, à quelle analyse ils veulent procéder. Alors c'est relativement illisible, mais vous voyez qu'en fonction des analyses qu'ils veulent faire, bien ça a une certaine durée pour la faire, il y en a qui sont plus longues que d'autres, et puis il y a ainsi un coût en termes de ressources humaines que ça va leur coûter. Donc ils peuvent planifier leur travail, puis ensuite jouer les différentes étapes, et en fonction des étapes qui sont faites, eh bien, ils vont obtenir des résultats. Alors ces résultats, ils les obtiennent sous forme de listing. Alors les petites couleurs, c'est juste pour que ça soit un petit peu plus facile de s'y retrouver. Vous voyez que c'est assez aride, hein, on n'a pas forcément envie de s'y mettre. Je ne suis pas convaincu que vous aurez tous envie d'avoir un accès à la fin de la journée, mais ça marche assez bien dans le cadre de cette activité qui est prévue. Donc là, ils reçoivent des résultats. Ça, c'est la partie, j'allais dire, professionnelle. On leur dit, oui, on a trouvé une empreinte digitale, non, on ne l'a pas trouvée. Elle correspond à le doigt de la victime ou pas, ou on a retrouvé un ADN complet, un mélange, enfin, etc. Là, on peut jouer sur toutes les connaissances qu'ils ont déjà pour entrer dans ce jeu. Donc, ce n'est clairement pas un jeu qui est grand public. C'est vraiment prévu pour des personnes bien particulières. Vous avez ici la partie avec avec les messages. Donc là, c'est une messagerie qui arrive. Vous avez l'intitulé des messages. Et puis ici, le message qui peut être plus ou moins long qui arrive avec des pièces jointes. Bon, ça, c'est
d'une messagerie, je vous l'ai dit, qui combine le virtuel et le réel. Et puis, cette étape avec qu'on a appelé questions, mais ce n'est pas vraiment des questions, qui sont en fait soit des questions, soit des consignes qu'on leur demande et où on doit dire oui, non, ok, j'ai pris connaissance pour être sûr que tout le monde passe bien par les bons endroits. Alors, une chose qui peut-être vous marque, c'est que le domaine de la police scientifique, c'est un domaine, là aussi rapprochez-vous à ce que vous voyez dans les films ou comme ça, c'est un domaine qui est très fortement ancré sur l'image. Quand on voit une scène de crime, comment on demande aux gens qu'est-ce que c'est quoi une scène de crime, la majorité nous dit c'est une banderole avec Do Not Cross, ce qui est le meilleur moyen d'ailleurs pour qu'il y ait des gens qui traversent, mais Police Do Not Cross, et puis on voit quelqu'un qui fait des photos. Donc c'est très fortement ancré sur l'image. C'est vrai que l'image est notre support de documentation tout au long de notre travail. Et là, dans ce jeu sérieux, bien, on n'a pas d'image, quasiment aucune image qui sont présentes, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il y a une raison, c'est que l'idée, c'était de ne pas avoir les gens qui se projettent sur l'image et qui essayent de eux-mêmes découvrir de nouvelles traces, donc jouer au rôle du limier, mais on voulait les mettre dans une position de devoir réfléchir par rapport à un set, si je peux dire ainsi, d'objets qui ont déjà été prélevés et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir changer. Donc, non pas de faire une lecture de l'image, mais une réflexion à partir d'objets qui existent déjà. On s'est dit, c'est pas sûr que ça marche, donc on avait lancé un petit peu cette idée, et à la fin de la première année, on s'est dit, on verra déjà un peu quelles sont les évolutions. Moi, j'avais planifié qu'on ferait ça pendant 3 ans. Maintenant, on est un petit peu pris par notre succès, c'est-à-dire que la première année, on avait 13 étudiants, la deuxième année, on en avait 20 et quelques, maintenant, on est à plus de 40. Et puis là, on a fait un sondage, c'était en novembre 2014, je ne l'ai pas refait depuis, pour voir un peu quels étaient leurs avis. Alors, je suis désolé, parce que je me suis rendu compte que je l'avais mis en français et pas en anglais. Mais vous voyez, globalement, on était assez surpris de voir qu'ils ont une bonne adhésion par rapport à cet outil et ça leur donne des choses assez... ils ont l'impression que ça les aide quand même à consolider leurs connaissances. Donc ça, c'était une bonne nouvelle, mais on ne s'y attendait pas trop. Et donc, le pas d'image, ça, je vous en ai parlé. Voilà, je vous l'ai dit, la seule image, vous avez les mêmes connaissances d'image que les étudiants qui suivent ça. Pas d'image. Pourquoi pas d'image dans notre domaine? Eh bien, il y a une raison bien précise, c'est justement, je vous l'ai expliqué, de ne pas se focaliser sur l'image. Il faut dire, et c'est là que je bascule sur la deuxième partie du titre de la présentation, c'est que l'image en police scientifique, eh bien, elle est au centre de notre travail, mais elle a beaucoup de nouvelles réflexions avec les nouvelles technologies qui viennent, qu'on appelle nouvelles technologies, mais elles sont déjà anciennes, les moyens de communication, les smartphones, etc., etc. On se rend compte qu'on a de plus en plus besoin de travailler sur l'image. Dans le monde général des activités de sécurité, même avec les cas terroristes qu'on a eu ces derniers temps, on se rend compte que l'image a un rôle très, très, très fort et très prégnant qui est au centre de beaucoup de débats, aussi bien pour comprendre ce qui se passe, comprendre les événements, que comprendre comment les sécurités ou les institutions policières réagissent face à ces événements, ou bien alors aussi pour voir comment les polices utilisent cette image. On est sur le canton de Neuchâtel d'ailleurs, la police cantonale neuchâteloise est celle qui est une pionnière sur Facebook, si vous ne connaissez pas encore. Alors voilà. Donc on a tout un groupe maintenant interdisciplinaire qui apporte cette réflexion sur l'image. Et dans le cadre d'ailleurs d'un festival comme le NIF, c'est assez intéressant, on pourrait se poser la question de l'utilisation de l'image dans ces différentes dimensions. Et je vous ai juste fini avec cette image-là. Vous avez vu tous certainement les images des différents attentats qu'il y a eu ces derniers temps. Maintenant, on en est bombardé de ces images. Mais l'utilisation de l'image pour savoir ce qui s'est passé, ça débute déjà au début du XXe siècle. Vous avez ici, on voit tout en bas à gauche, un empereur germanique qui passait en Suisse et puis qui a été attaqué par un assaillant avec une hache. Et puis pour savoir ce qui s'est passé, il y avait un photographe qui était là. Et cette image a été utilisée pour condamner cette personne-là, pour montrer qu'il l'avait bien fait. Donc vous voyez que ces images ont un rôle déjà depuis tout temps et on essaye aussi d'y réfléchir. Ce Serious Game en fait un petit peu partie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je prends volontiers des questions. Merci. Restez. Moi, j'ai l'air. Merci beaucoup, Olivier, pour votre présentation. J'ouvre la session de questions. On prend peut-être une ou deux questions. Oui, juste le micro. Voilà. Juste une question pratique. Comment se termine le jeu? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils doivent rendre à la fin? Alors, à la fin, donc sur toutes les
partie, en fait, il y a une fin, mais il y a aussi plusieurs moments dans la partie où on se retrouve en présentiel. Parce que ça se joue par groupe, où ils prennent déjà des petites décisions, puis ensuite, tous les groupes confrontent leurs résultats pour voir à quoi ils sont arrivés. Ils sont assez surpris, d'ailleurs, de voir qu'ils arrivent à des choses différentes. Et on se met ensemble pour essayer de se dire, tiens, comment est-ce qu'on aurait dû faire? Quelles sont les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques? La petite particularité, je rebondis là-dessus, c'est que le cas qui est en question, c'est un cas réel sur lequel j'ai travaillé, il n'est pas élucidé. Donc on n'a pas la solution. Donc on est directement avec une situation où on est incapable de pouvoir dire ça c'est juste et ça c'est faux. Donc tout est basé sur la discussion. Et c'est la partie qui est vraiment intéressante aussi de montrer aux gens qu'il n'y a pas du vrai et du faux. Je n'ai pas de solution à leur proposer qu'articuler peut-être des discussions. Merci. S'il y a d'autres questions, mais moi j'aimerais profiter pour donner 2 petites remarques. La première, c'est que je suis content d'avoir vu cette présentation parce que j'ai participé au projet Vegas, mais pas à l'implémentation de ce scénario-là. Moi, je suis resté avec Dominique sur l'utilisation en gestion de projet. Donc, je suis très content. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que vous avez insisté sur le manque d'images ou de flashy dans ce cours-là. J'aimerais insister sur le fait que les challenges ne sont pas toujours visuels. Là, on est dans ce qu'on appelle les jeux de gestion. Et dans les jeux de gestion, ce qui est excitant, ce qui est bien, ce qui est funny, c'est justement cette prise de décision, c'est ce rôle qui est joué par le player, qui est en l'occurrence là un chef d'une équipe qui doit gérer. Donc, ils sont moins, dans ce genre de jeu, on est moins sensible aux choses flashy, aux choses qui sautent et qui bougent, mais on est plus au réalisme. Et là, le fait d'introduire, par exemple, la messagerie, les discussions, les ressources et tout ça, c'est ça ce qui va faire le challenge du jeu et qui va le rendre donc un vrai serious game, même s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo et de 3D. Très bien. Merci Yacine pour ces remarques. Avec ça, on clôture cette présentation. Puis on passe... On applaudit justement Olivier. Et puis, j'invite sur scène Stefano Carino de l'HOS Fribourg, encore, parce que l'année prochaine, il présentera comme professeur de l'HOARC. Et puis, il va présenter justement son projet, un projet européen, Pegaso, a serious game to promote healthy lifestyles for teenagers. Bonne présentation. Merci.